Méphistored. Méphistored. Warpstone Blood! Tu m'as fait peur, man. Bienvenue au Balado Soirée Peinture, épisode 101. Aujourd'hui, on vous jase de Dalmatien. Non, on fait pas ça. On fait pas ça. On n'a pas le droit parce qu'on n'a pas les diplômes. Ah bon, Phil est parti. Bon, il faut comprendre que Phil, c'est un fan des Huskies, donc comme j'ai choisi pas la bonne race de chien, c'est sûr qu'elle n'est pas restée avec nous autres. Merci à l'Abyss pour votre commanditaire, même si vous n'avez pas de chien à l'Abyss. Et épisode 101, David nous éduque. Et là, aujourd'hui, comme qu'on avait Simon avec nous, après l'entrevue, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on n'enregistre pas tout de suite? On fait l'épisode 101. Simon, ça te tente-tu? Qu'est-ce que tu as répondu, Simon? Qu'est-ce que tu as répondu? All-in. C'était moins poli que ça, mais c'est vrai que ça y ressemblait. Au moins, lui, il n'a pas fait de jeu de mots plate. C'est vrai, t'as raison. D'habitude, c'est David qui est fait. Ouais. Je pensais que vous allez t'en sortir. Mais moi, mon cerveau, il est pas. Je suis pas wired de la même façon. Tu sais, moi, les jeux de mots, ça vient pas. Ça vient pas comme Dave. Là, tu sais, mais moi ça fait 101 épisodes que je subis ça. Ah, I feel your pain, man. Je suis brisé. Je tiens à préciser que plus que l'épisode s'en venait vers 101, plus que Phil a commencé à en faire. Fait à quelque part, je pense qu'on pourrait dire One of Us. One of Us. Non. Moi, je pourrais. C'est quand là, la journée ou la semaine de la santé mentale? Faire un speech. Fait que David, aujourd'hui, comme c'est un David nous éduque, on a Simon avec nous autres. Fait que Simon, tu peux intervenir comme que tu le sens. Tu as des questions, garde-toi. Je suis prêt à me faire éduquer. Là. La suggestion que j'ai habituellement, c'est de ne pas partir de mauvaise foi comme que moi et Phil ont fait. Ouais. C'est de partir avec l'esprit ouvert, avec une capacité de réflexion et une ouverture d'esprit qui est plus grande que la norme. Comme nos auditeurs et nos auditrices, qui sont toujours heureux et heureuses d'entendre parler, David. Donne une chance à David. Au moins un bon 30 secondes, puis après ça, tu shut down tout. Ensuite, elle a dit 30 minutes, 30 secondes. Il a fait 1 phrase et demie, shut down. Hey, c'est long, là, check ça. 1, bateau. 2, bateau. 3, hey, j'ai même pas le temps de me rendre à 30. J'ai pas l'attention pour ça. Fait que c'est un effort. Non, ça filait comme la guerre de 7 ans. 100 ans. David. Ah, là. Les deux existent. Les deux existent. Mélange-nous pas, puis commence. Waterloo. Trop de guerre. David. La guerre. Il n'y a pas juste ça, la guerre. On est prêt à se faire éduquer. T'es-tu prête à nous éduquer? Oui. Let's go. Ça me dérape donc, ces intros-là. Non, mais moi, en plus, là, pendant qu'il commence à parler, regarde dans son background, David, il plug des affaires. Fait que, tu sais, faut porter attention, là. Les épisodes qui s'en viennent, qu'est-ce qui va nous éduquer, qu'est-ce qui va nous rentrer dans la face. Ouais. Pour vrai? Mais aussi, moi, ça m'attire, puis il change. Je pensais que c'était random. Il faisait juste bouger les livres au hasard et il mettait là. Non, Kevin, là, je t'annonce qu'il essaye de nous endoctriner. Donc, pour ceux et celles qui nous écoutent en ce moment mais qui ne sont pas en vidéo, vous n'avez pas ce bénéfice-là. Fait que vous vivez dans le déni, comme moi, je vivais là 30 secondes. Oui, ils sont Et là, en vidéo, on peut voir que David, dans son background, je vais retourner voir les autres épisodes d'avant. Mm-hmm. Parce que là, je suis en train de me dire, j'ai peut-être raté quelque chose depuis, 50 épisodes? 30 épisodes? Je sais pas. Là, depuis qu'on filme. Ouais, c'est ça. Ça fait quoi? Ça fait comme 15 d'épisodes qu'on enregistre? Ouais. Avec vidéo? David nous éduque. Bon, David, je t'écoute. Donc, récemment, j'ai joué à 2 jeux super le fun, soit Général d'armée, la 2e édition, et Mousquet et Tomahawk, qui est faite par Studio Tomahawk. Et j'ai décidé de vous parler de ça parce que c'était des expériences intéressantes, puis il s'est passé des trucs le fun. Quoi? Non, mais je dis que c'est en background. Ah oui, ben oui, ils sont là. Et voilà, et là. Fait qu'on va commencer avec Général d'armée. Par la compagnie favorite et préférée de Kevin et Philippe, Two Fat Lardies.
Oh my god. Oh, encore. Je te le dis, ces gars-là, faut que je leur parle. Il y a quelque chose qui a été décidé. Pourquoi Je ce comprends pas. nom-là? Pourquoi? Là, David va nous parler Puis là, le titre est en français, mais ils n'ont pas mis les accents. Classique. Pourquoi il n'y a pas d'accent, mais il l'a conjugué au féminin? C'est-tu de l'appropriation culturelle, ça? Ben, mais loi 101, ils n'ont pas le droit de vendre ça au Québec. Ah, Ouais. c'est ça! Ça doit être pour la loi 101. Bon point, Simon. Ils le vendent en ligne seulement, fait que... en Angleterre. Mettons qu'ils voulaient le vendre en rond, là. Ah. En ligne. Fait que c'est sorti en mars 2024, la deuxième édition. Ça faisait bon 2-3 ans qu'ils travaillaient dessus. Quand j'ai joué, j'ai fait les 2 scénarios du livre de base, 2 jours différents. Eckmühl en Allemagne qui se passe en 1809 et Albuera en Espagne qui se passe en 1811. Cette Albuera, c'était John qui organisait, supporté par Graham qui avait fait quelques parties avec lui, qui avait lu les règles. Et Eckmühl, c'est Graham qui organisait. OK. Avec les super figurines, ben, dans le fond, pour la bataille d'Albuera, c'est toutes les figurines de John. Donc, des Espagnols et des Français et des Anglais. En 18 mm encore. Et pour Eckmühl, on avait les Français de John, mais Graham a peint une armée de Prussiens. Bon, normalement, la bataille, c'est contre les Autrichiens. Mais voilà, on a fait une petite entorse pour avoir les figurines pour jouer à ce moment-là. Pas d'accord. Non, hein? Je reviens, je vous en avais parlé quand j'ai parlé du jeu dans un épisode de l'épisode 27B. Sur le commandement et l'initiative. Donc, le jeu, généralement, est beaucoup basé sur tu donnes des ordres puis tu gères ton commandement. Puis il y a une forme d'aléatoire qui représente le fait que ben, tu prends ton général, ton commandant en chef est en derrière le champ de bataille, il prend ses aides de camp. Il n'y a pas de téléphone portable à l'époque, il n'y a pas de radio. Fait qu'il les envoie à cheval donner des ordres aux brigades. Fait que ça représente ça, puis le fait que ben, le gars, il a peut-être pas eu ce temps de se rendre à temps. Le gars, à l'autre bout, il a peut-être mal interprété l'ordre, ou il prend son temps avant de le faire. Fait que tu joues un peu avec ça. Fait que quand tu débutes un tour, il faut que tu jettes un nombre de dés pour voir combien tu as d'aides de camp disponibles, parce qu'il est peut-être pas revenu de l'ordre d'avant, ou plein d'autres affaires. Fait que ça simule un peu ça. Fait que tu sais jamais combien tu vas avoir de doutes pour donner des ordres. Fait que là, c'est à peu près un dé par brigade. Plus un dé, là, mais c'est un petit tableau. Mais dans le fond, à partir de 4-5 brigades, la 5e, tu as quand même 5 dés, puis 6-7, la 7e, tu as quand même 6 dés. En tout cas. Tu lances ces dés-là, 3 plus, ça te dit si tu as un aide de camp disponible ou pas. Puis mettons que tu es bien chanceux, tu as eu 2-6, tu as un aide de camp, supplémentaire. Puis là, tu prends tes aides de camp. Là, tu décides les ordres que tu vas donner. Il y avait plein d'ordres que je vous avais parlé dans cet épisode-là. Ça peut aller de assaut d'infanterie. Là, ça va te donner un bonus. Quand tu fais charger... Dans le fond, je vais répéter un peu comment ça fonctionne. Les brigades, c'est l'équivalent, je pense, qu'ils appelaient ça... Pour ceux qui ont joué à Apocalypse, comment ils appelaient ça? Un groupement d'unités dans Apocalypse, là? Ouais. C'est-tu des bataillons? Ouais. Les bataillons de... Ouais, GameStop a vraiment tendance à utiliser bataillon ou détachement, puis une fois de temps en temps, ça se croise. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que dans le fond, c'est comme si tu as plusieurs unités ensemble qui constituent une plus grande forme d'unité. Ça, c'est ta brigade. Puis dans le général d'armée, ça reprend la domination historique. Fait que tu as la brigade avec 3 bataillons dedans. Puis tu as un officier qui les commande. Fait que là, dans le fond, tes unités, c'est des regroupements de plusieurs unités. Fait que mettons que tu en as 3 sur la table. Là, tu vas prendre tes aides de camp, puis tu vas leur renvoyer des ordres. Puis, assaut d'infanterie, donc, c'est que tu envoies ta brigade. Puis, normalement, dans ce jeu-là, ça, c'est un exemple de... Je suis pas trop... C'est pas trop clair pour moi de ce que ça simule, mais quand tu fais une charge, c'est comme si c'est pas toute ton unité qui chargeait, c'en était juste une. Mais quand tu donnes un ordre d'assaut d'infanterie, les autres peuvent supporter. Fait qu'ils vont te donner des relances, des rerolls dans ton attaque. Fait que ça vaut la peine quand tu veux faire tu veux être sûr que ton corps à corps fonctionne bien, de donner un ordre d'assaut d'infanterie. Mais là où c'est intéressant, c'est que pour aussi simuler le fait que ben ils ont-tu reçu l'ordre, ils l'ont-tu compris, ton officier, il a peut-être un autre avis, fait qu'il n'est pas sûr qu'il veut t'écouter, ben tu jettes un dé par unité au début pour savoir s'ils sont hésitants ou pas.
Fait que sur un, si je me souviens, 3 plus, ça va. Ben 1, 2, ton unité, ta brigade, elle fait comme ouf. Ah oh, non, pas ce tour-ci. Elle fait rien du tout. Mais ça, je trouve pas que ça peut devenir un certain, parce que avoir, mettons, une perte de contrôle comme ça sur tes unités, ça peut ajouter narrativement à l'expérience, mais trouves-tu qu'à la longue, à force de jouer, ça devient une espèce d'irritant que le jeu ne fait pas ce que tu veux qu'il fasse? Je sais pas si c'est clair ce que je dis là. Ben, c'est que ça dépend de ta perspective sur l'immersion. Si tu comprends ce que c'est supposé représenter, moi je trouve que ça rajoute à l'immersion. Parce que c'est vrai, t'envoies tes ordres et ils t'écoutent pas, ça arrive. Puis dans Warhammer, il y a déjà eu ça. Je me souviens bien, les orques dans Fantasy, à une époque, il y avait la stupidité. La règle d'animosité. Animosité. T'avais la stupidité qui faisait ça aussi. Ouais, exact. Maudit Code One. Mais ça, c'est des règles que quand j'avais fait l'expérience, je suis pas arrivé longtemps ou souvent dans Warhammer, quand j'en faisais l'expérience, ça me gossait parce que l'autre armée ne l'avait pas. Ouais, ok. Ouais, là, je pense que c'est clair. L'autre, il fait tout ce qu'il veut avec son armée. C'est ça. Quand c'est back and forth, c'est ça, c'est que c'est moins irritant parce que cette espèce de perte de contrôle-là, elle se représente des deux côtés. Tu sais, ton adversaire est là aussi. Il envoie des ordres, ça fait pas ce qu'il veut. Puis au final, ça limite un peu drôle. C'est un peu. C'est comme, OK, ben au final, personne ne fait rien. Là, toi, tu regardes l'autre équipe ou l'adversaire, t'es comme, ah, c'est drôle, toi non plus, tu fais rien. On est là, on se regarde dans les yeux. Il se passe rien. Il se passe rien. Mais c'est une bonne question que tu poses parce que. C'est le fun ton Wargame. J'aimerais ça essayer ça. le principe d'avoir un désavantage, entre guillemets, pour le joueur qui aime ça, pouvoir prévoir ses coups à l'avance, qui pense, mettons, on va dire échec, fait que c'est prévisible. Je sais c'est quoi les options que tu as dans ta boîte à outils, puis tu sais c'est quoi les miens. Ce que je sais pas, c'est quoi la prochaine chose que tu vas faire. Mais je sais c'est quoi les conséquences des gestes que tu vas faire, fait que ça devient prévisible. Ce qui est la critique que les gens ont pour le I go, you go, c'est quand les choses sont streamlinées, comme on va entendre souvent Gazoshop dire. Quand c'est streamliné, souvent c'est prévisible. Fait que là, dans parce que c'est un roche papier ciseaux, tu sais. Ouais. Là, au final, on sait où est-ce qu'on s'en va, mais dans une optique où tu n'as pas nécessairement le contrôle sur toutes tes unités, ça devient intéressant parce que là, tu dois faire des choix en pensant que ça se peut que ça ne se réalise pas. Là. Fait que si tu demandes une charge, puis les gars ils décident de ne pas charger, tu te trouves dans un immense désavantage, right? Parce que ton unité, ça force, mettons, dans le roche-papier-ciseaux, tu t'apprêtais à aller avec ta roche péter des ciseaux, mais la roche, elle décide qu'elle ne bouge pas de là. Fait, ça donne une twist, je trouve, intéressante, mais effectivement, je pense que ça me prendrait un certain temps à m'habituer dans ce rule set-là, m'habituer à, OK, j'ai pas le contrôle sur tout. T'sais. Puis c'est justement ce que David mentionnait tantôt au niveau de l'immersion. C'est quand tu mets ta perception du wargame, quand tu mets ton cerveau en mode qu'est-ce que ça représente, puis là tu réalises que ça représente du leadership, ça représente ce qui n'a pas été. L'information n'a pas été partagée de la bonne manière, ou par exemple le Cold One pour Warhammer Fantasy The Old World qui n'écoute pas les ordres de la personne qui est au-dessus parce qu'il s'en calisse. Il veut juste manger, il veut juste dormir, il veut juste se battre. Il n'a pas prévu. Ça devient intéressant. C'est ça, il faut que tu te mettes dans cette esprit-là. Ouais. Puis là, dans le jeu que David parle, ce que je comprends, c'est que les deux camps ont la même règle. Ce qui veut dire que les deux camps vivent la même possibilité. Et c'est là qu'on rentre dans, mettons, Age of Sigmar et son double turn. Comme le double turn existe pour les deux joueurs, c'est souvent un argument qui va être utilisé par les joueurs qui ont plus d'expérience. Ils vont pouvoir dire, je comprends que tu aimes les choses qui sont prévisibles, mais il faut que tu joues en prévoyant le fait que ce genre d'affaire-là peut arriver. Ouais. Il y a aussi un aspect stratégique à prévoir. Ça se peut que ça aille pas comme tu veux. Ouais, c'est ça. Fait que David qui joue avec moi, lui, il n'a pas le malus parce que lui, c'est pas arrivé de son bord, mais moi, c'est arrivé du mien. Puis moi, ça se peut que ça arrive toute la game. Non, mais c'est ça. Juste ça y arrive pas une fois dans la game. Je dis pas que c'est. Non, j'aime la règle. J'aime ce qu'elle représente.
C'est juste qu'il faudrait, mettons, rewire ton cerveau à. C'est pas conventionnel comme règle. Tu sais, normalement, dans les jeux un peu plus populaires, un peu plus mainstream, ça fonctionne pas de même. Là. Normalement, quand tu dis cette unité-là, elle bouge, ben elle bouge. Là, tu sais. Mais continue, Dave, excuse-moi, je t'ai coupé. Ben non, c'est super pertinent. Puis, C'est dans le super, fond, ben ça, on fait pareil. dans le Ouais, fond, c'est ça, Dave, tu pas là, puis c'est ça. tu parlais Ça va, des aides de camp, puis les aides de camp, dans le fond, ils te permettent aussi de faire des relances là-dessus, sur ce jeu-là. Fait que c'est ça c'est le bout que quand tu t'habitues qui devient le fun, c'est qu'avec tes aides de camp, tu as des choix à faire. Tu regardes ta ligne de bataille puis tu te dis OK, est-ce que je prends des risques puis j'essaie de donner des ordres à tout le monde en espérant qu'ils réussissent tous leur jet puis qu'il n'y en ait pas d'hésitants puis qu'ils foncent dans le tas? Ouais. Est-ce que je priorise des actions? Fait que eux, je leur donne des relances puis je leur donne l'ordre qu'ils ont besoin puis l'autre, c'est pas grave si à ce tour-là, elle joue pas. Puis fait que t'as des moyens de manipuler quand même là, le randomness de pas bouger. Puis un aide de camp, c'est quoi exactement? C'est comme un squire, genre? C'est quoi? C'est quoi l'aide de camp? C'est le porteur d'eau. Le porteur d'eau. Le porteur de message. C'est Adam Sandler. C'est Adam Sandler dans le film Le porteur d'eau. C'est comme les adjoints du commandant. Le commandant, il a ses adjoints, puis là, il les dispatche pour envoyer les ordres, aller chercher ce qu'il y a de besoin, des affaires comme ça. OK. J'étais quand même pas loin avec mon porteur d'eau. Ouais. Moi, j'ai compris ta métaphore, Kevin. Fait que pour vous donner un exemple, dans la bataille de Eckmühl en Allemagne, je jouais les Français. Devant moi, il y a une rivière avec un pont, puis il y a les Autrichiens, puis il y a un village. Puis, je lis le scénario, ça dit il faut que, je vais schématiser, mais il faut que je brise le moral de 2 brigades, ce qui n'est pas évident, il faut que je réussisse bien mon attaque. Mais ils m'ont mis un objectif tactique qui est si je prends le village, je gagne l'objectif tactique. Et ça a un effet sur l'initiative, j'y reviens. Fait que donc, dans mes premiers tours, moi, ce que j'ai fait, ne serait-ce que pour mon fun, c'est important de prendre le village, je t'écris comme un objectif tactique. Fait que je vais me concentrer pour avancer le plus vite possible. J'ai mis mes meilleures unités là, ma meilleure brigade. Il y avait mes 2 seules unités vétérans ou grenadiers. J'ai mis ce côté-là. Je les ai supportés avec une batterie d'artillerie au milieu qui tirait comme ça pour ramollir les unités ennemies. Puis j'ai vraiment... Là, la première question que je me suis posée, c'est est-ce que je prends un risque, je donne des ordres à tout le monde, ou le premier tour, c'est pas grave si mon aile droite a fait rien. Fait que j'ai été plus prudent, j'ai mis les ordres que j'avais besoin là. Puis, j'ai pas été chanceux, mon aile droite, elle a rien fait. Oh non! Mais je pense qu'elle a rien fait pendant 3 ou 4 tours en plus. Là. Mais j'ai pris le village. Je me suis rendu, j'ai pété, je suis rentré. Est-ce que le fait que ton aile droite n'a pas bougé, ça a complètement effondré ta stratégie ou tu aurais pu potentiellement te faire charger ou bouger dans un flanc ou flanquer? C'est quoi les conséquences que tu n'avais pas bougé? C'est quoi tu as perdu à pas faire ça bouge pas? Là. J'avais une autre batterie d'artillerie qui était la batterie d'artillerie la division, je ne sais plus c'est quoi le terme exact, que je pouvais mettre soit avec la première batterie d'artillerie pour faire une grande batterie ou à une autre des autres brigades. Puis je l'ai mis sur mon aile droite. Fait que j'ai pas pu la déployer avant le 4e tour, fait qu'elle a presque rien fait de la game. Ça a été la conséquence. Cela dit, mon adversaire a vu où je me concentrais, puis a essayé de se concentrer à la même place, fait que son aile à lui a pas fait grand-chose non plus. Puis dans ce jeu-là, je sais pas si c'était dans la première édition, mais je pense dans la 2e édition, ils ont ajouté comment ils appellent ça? En tout cas, la posture défensive et la posture offensive. Fait que dans un scénario, tu as toujours un attaquant et un défenseur. Puis le défenseur, en T, il y a une zone de déploiement qui va jusqu'à peu près au milieu de la table, mais selon le scénario, ça peut changer. Il peut pas aller de l'autre bord pour t'attaquer. Il est supposé t'attendre là. Puis parce que son armée est là, elle est là pour défendre, puis là, oups, ça te voit arriver, fait que là, elle attend. S'ils veulent sortir, c'est ça. Il faut qu'il utilise un ordre spécial et donc un aide de camp. OK, je comprends. C'est intéressant, ça. Fait que lui, mon aile n'a pas avancé, mais lui, il n'a pas gaspillé d'ordre là-dessus, fait qu'il est resté de son bord. Fait que ça a fait que les deux, c'est concentré d'un bord du même bord, dans le fond. OK, très cool. Très cool. Est-ce que tous les scénarios sont tous asymétriques ou il y a toujours un attaquant, un défenseur avec des objectifs qui sont différents ou il y a des scénarios un peu plus traditionnels? Là?
Ben, il y a des livres de campagne qui sont basés sur des événements historiques. Fait que donc, tu refais des batailles historiques. Les 2 scénarios dans le livre, c'est juste des scénarios historiques. Ok. Il y a une façon de faire une armée qui n'est pas historique. Fait que si tu veux faire un scénario chronique où j'imagine tu peux faire des pick-up games avec. Mais ça, je n'ai pas regardé, je ne l'ai pas fait. Fait que je pense pas que c'est l'idée du rule set ou les gens qui sont passionnés par ce type de jeu-là. Pas nécessairement la communauté qui veut faire du pick-up game puis qui veulent aller explorer David, cet aspect-là. David a trouvé un jeu où est-ce que le rule set n'est pas fait pour la pick-up game déjà en réflexion, contrairement à ce que Gazo Shop fait dernièrement. Fait que probablement que c'est pas dit, tu sais quoi, je vais apprendre le jeu du livre, qui est la même affaire que ce que je vois dans d'autres livres que je consomme déjà. Je vais aller voir la chose que j'ai pas. Ouais, effectivement. Me trompes-tu, David? Ouais, ben je vois. C'est pas mal ça. Ma dernière question, est-ce qu'il y a un Metal Watch en lien avec Je pense pas. Non? Peut-être. Je sais qu'il y a un gros forum, mais je suis pas allé. Sur la page Facebook, les questions, c'est pas mal sur l'interprétation des règles. Parce que c'est détaillé tout. Il n'y a pas de background là-dedans, parce que souvent, les gens qui font de l'historique vont chercher leur background autour. Fait que c'est de la règle. Je faisais une joke sur le Metal Watch, là. Je suis pas sérieux. Juste qu'on se comprenne bien. Là. Mais juste, très bien. Mais il y a un Metal Watch. C'est qu'en réalité, ton aide de camp, c'est lui qui sait quelle heure qui est. Fait que les gens lui demandent sur sa watch en métal quelle heure qui est. C'est ça. Mais ça n'existait pas. Juste pour donner un autre exemple, dans Chain of Command, qui est leur jeu de Deuxième Guerre mondiale, qui est reconnu pour être un jeu qui veut comme faire la simulation historique, ben, les gens, ils cherchent pas à faire des pick-up games ou des tournois, mais apparemment, la communauté australienne a développé une scène de tournoi autour de ce jeu-là. Fait que même dans les jeux qui sont pas designés pour, t'as toujours des gens qui vont essayer de faire ça avec. Ouais. On trouve tout notre plaisir quelque part. Là. Ben oui. Ben, c'est pas très différent des jeux vidéo qui sont des jeux qui sont majoritairement single player avec une histoire. Mettons un God of War. Puis que les gens vont demander un multiplayer dedans. Ils vont voir. Il y a essayé ça avec Last of Us, d'ailleurs. Ouais, Last of Us, Uncharted, qui est un jeu extraordinaire à la PS3, PS4, PS5. Très bon jeu, majoritairement narratif, où est-ce que tu es un treasure hunter, il n'y a rien qui a rapport avec du PVP là-dedans. Mais les compagnies font du PVP parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est le côté compétitif de compétitionner avec quelqu'un. Fait qu'ils vont te le donner. Évidemment que ça va être la même chose pour le Wargame. Oui, évidemment. Excuse-nous, Dave, on s'écarte encore. Ouais, j'en reviens à l'initiative. Je disais, l'initiative, comment ça fonctionne, c'est que tu vas lancer 2 dés de 6, puis c'est celui qui a le plus haut qui remporte l'initiative. Fait que t'as c'est le hasard. T'as un côté hasard, fait que tu peux avoir 2 tours de suite, mais tu sais, quand on fait un tour, on fait chaque partie du tour, chacun notre tour. C'est pas je fais tout le tour complet, après ça, tu fais tout le tour complet. Fait que tu ferais, mettons. C'est un genre de une phase de tir, l'autre fait une phase de tir. C'est ça. Tu ferais une phase de commandement, l'autre ferait une phase de commandement. Tu ferais une phase d'attaque, l'autre ferait une phase d'attaque. Je comprends. Tu gagnes clairement du temps en faisant ça comme ça, parce que si c'est une unité qui tire, c'est tout le temps plus long, là, parce qu'il y a tout le temps un back and forth, mais quand c'est une phase, clairement, tu gagnes du temps. Là. Ouais. Puis comment ça marche, c'est que tu lances tes 2 D6, mais si tu as des brigades hésitantes, tu rajoutes des dés de 6, puis tu gardes toujours les 2 moins bons. Ah, OK. Fait que c'est rapide, c'est un malus, mais je trouve que la technique est super bonne. Tu lances quand même des dés de 6, tu prends les 2 moins bons. C'est rapide, t'es pas en train d'enlever, de calculer. C'est ça, c'est pas moins 5 sur ton jet. Non, c'est lance-en X, puis tu prends les 2 moins bons. Puis l'objectif tactique, il fait ça aussi. Fait que quand j'ai pris le village, ça m'a donné un bonus tactique, dans le fond, que là, oups, l'ennemi, il vient de perdre une position importante sur le champ de bataille, il perd un peu l'initiative, il est sur le mauvais pied, il est wrong-footed en anglais qu'ils disent. Ouais. Fait que là, il lançait un dé de plus. Fait que ça me donnait, j'étais capable d'aller chercher un peu plus d'initiative grâce à ça. Fait que là, c'est un autre truc que je trouvais intéressant, puis qui utilise bien les dés de 6 de façon originale pour ça. Ben oui.
Il y a le concept de ligne de bataille que je trouvais intéressant. Tu sais, on le voyait plus à Fantasy, là, puis avec des blocs, Ben ouais, avec des blocs, ça le représente tout de suite. Là. Plus organiquement, mettons. C'est quelque chose qui est écrit dans les règles de façon... Il y a beaucoup de questions là-dessus sur les groupes Facebook, puis même nous, dans notre groupe, on s'entend pas sur l'interprétation. OK, comment Mais ça? c'est que ton unité, il y a un ordre qui s'appelle redéploiement. C'est celui que je vous ai dit tantôt que le défenseur doit utiliser pour faire une contre-attaque. En théorie, dans ta ligne de bataille, si tu as une brigade qui est sur ton flanc gauche, qui tu voudrais l'envoyer au centre à la place entre deux autres brigades, il faudrait que tu lui donnes l'ordre de le faire. Puis que là, elle se déplace jusque-là. Tu peux pas juste dire je la bouge là. Okay. Mais là, il y a plein d'interprétations. Il y en a qui disent c'est selon les corps de la table ou c'est selon tes flancs, même si la règle, elle mentionne pas nécessairement les flancs. Là, c'est ça qui était difficile à se figurer. Puis tu vois, moi, je me dis, ta ligne, si elle se courbe, parce que, mettons, tu as pété le flanc de l'adversaire et tu es en train de l'entourer comme ça, mon interprétation, c'est comme ta ligne reste continue, ça reste ta ligne de bataille, c'est juste qu'elle se courbe, tu n'as pas besoin de redéployer. Mais tu vois, j'avais des collègues dans le club qui, eux, disaient, ben non, elle change de zone, elle s'en va vers le centre, donc c'est un redéploiement. À ploie. À ploie, ouais. Tu avais la question aussi par rapport au renfort, mais en tout cas, ça pose des questions super intéressantes à ce niveau-là. Mais malgré tout, ils ont pris du temps, ils ont développé le règle, puis les gens là, le voient, lisent des trucs, puis l'interprètent de différentes façons. Fait que je pense que. Mais la compagnie n'a toujours pas statué. L'auteur a répondu. Mais c'est. Qu'est-ce qu'il a répondu? Que c'était la position relative dans la ligne. Donc. Mais moi, quand je lis cette phrase-là, j'ai pas la compréhension de quelqu'un d'autre. Fait qu'on est toujours limité après ça par l'interprétation. Fait qu'on est de retour au FAQ de Games Workshop de 2015. C'est ça. 2013, où ils répondent à la question avec une information supplémentaire que personne n'a demandé, qui donne 2 autres questions à tout le monde. OK? Classique. Fait que. C'est ça. La deuxième partie qu'on a jouée la fin de semaine dernière, ça a duré 5 heures. On a fait 6 tours, puis je pense que le scénario permet. J'ai ça devant la tête à 5 heures. Hein? 5 heures? On a fait 6 tours sur potentiellement 13 tours. Oh, 13 tours? Ouais. Un peu, le 13 tours, là, tu fais garder tes enfants, là, genre, je veux dire, je sais pas, là. Non. Ils sont rendus à 18 ans quand t'as fini. Ouais, quand tu reviens à la maison, ils sont comme tes petits. Tu déménages. Ouais. Tu t'installes là où tu joues. Comme... moi, si mes jeux duraient 13 tours, clairement, ma blonde, elle me laisserait plus jouer. Là, si tu joues dans un magasin, tu te déménages dans le sous-sol de ce magasin-là, puis tu y joues. Là. Ouais, tu dors sur un matelas. T'as pas le choix. Là. Bon, encore une fois, ça dégénère. Mais... je vois pas de quoi tu parles. Tu vois, au 6e tour, ça commençait à être clair que mon adversaire a gagné. Je l'ai perdu parce que ma brigade au centre, elle s'était effondrée, elle était sortie de la table. C'est arrivé au 5e tour, là, ça a pris du temps. Puis ma brigade avec qui j'ai pris le village, elle était vraiment maganée. Là, lui, il arrivait avec sa cavalerie dans mon flanc, là, ça allait pas bien. Puis l'autre qui n'a rien fait était toute neuve, mais était rendue toute seule contre tout le reste. C'était pas. On savait déjà que ça allait pas bien finir. C'est ça, on était rendu pas mal là, c'était correct. Mais je me suis rendu compte que j'ai aimé ça, que ça dure longtemps. J'ai aimé ça prendre mon temps. Puis de la façon dont c'est fait, t'as pas de tablage d'un coup. Tu vas le voir, tes unités s'épuiser. Tu vas le voir que ça commence à pas aller bien. Puis là, tu peux prendre des décisions et essayer de t'arranger. Puis un tour, tu n'auras pas réussi tes ordres, puis tu l'as pas prévu, mais l'autre, il n'aura pas réussi ses ordres à l'autre bout. En tout cas, en ce moment. Ça pardonne plus. Ouais, je peux comprendre pourquoi ça se joue sur multiples tours, potentiellement jusqu'à 13. C'est que il y a des tours que ça fait tellement pas ce que tu veux que tu as besoin du tour d'après pour te reprendre. Tu sais, c'est. C'est comme un long processus. Comment? T'as ce lousse-là, il y a 13 tours. Tu sais, Games Workshop en ce moment font des games qui durent 4 tours. Ouais, c'est 4-5 tours. 4-5 tours, là, c'est pas long. David a vu au tour 5-6 que ça allait tellement pas bien pour lui qu'il commençait à pouvoir dire je pense que c'est pas mal plus de ton bord que du mien. Ce que veut dire à moitié de la game. La moitié d'une game de Warhammer 40 000, c'est pas mal le tour 2. Tour 3.
Fait que ça vient vite en tabarouette. C'est pour ça, quand tu me diras si je me trompe, David, là, mais le ratio est le même. C'est juste que comme que le jeu est beaucoup plus long, permet d'avoir beaucoup plus de choix au fil du temps, tu peux te revirer de bord, tu peux te rattraper. Te rattraper sur un tour ou deux quand tu as le même nombre de phases pour tout le monde, ça donne pas beaucoup de chance. Là. Ça va pas arriver souvent. Ben non. Fait que vas-y, David, t'allais donner ton verdict. J'ai senti que t'allais donner une opinion puis je t'ai coupé. Ben non, c'est ça, c'est. Tu l'as bien résumé, dans le fond. Ça pardonne plus. T'as pas de tablage. Ou en tout cas, j'ai pas vécu jusqu'à maintenant. Fait que tu sais, t'as moins. Tu sais, quand on faisait la campagne là, de François, un truc qu'il avait mis en place, c'est que les unités revenaient. Ouais. Il disait que souvent, les joueurs avaient. Tu sais, ce qui pouvait casser leur fun, c'est que leur unité était rentrée, ils n'avaient rien fait, puis elle s'était fait sortir. Ouais. Ben, ça, c'est comme une autre façon de faire la même chose. Vu que c'est plus lent, c'est un rythme plus lent. Ouais. T'as plus le temps d'avoir eu du fun de faire de quoi avec ou d'essayer de faire de quoi avec. Ben oui. Non, je comprends. Sinon, par rapport au jeu, à première abord, tu as 4 feuilles. T'as 4 feuilles 8,5 par 11. Là, que c'est des tableaux et des chartes. La première fois que j'ai vu ça, j'ai eu peur. Ben, je veux pas te dire qu'en ce moment, t'es sorti, puis j'ai fait Mais, un petit peu de poêle qui est parti en arrière de la nuque. Là. Une fois que t'es passé à travers une phase, puis que là, t'as fait tes tableaux, ça vient tout seul après. Fait que c'est comme, si je comparais, par exemple, au jeu de Game Workshop, le jeu de Game Workshop, les règles de base, c'est quasiment un claquement de doigts. En tout cas, c'est assez rapide de les avoir. Puis après, quand tu sors toutes tes War Scrolls, toutes tes règles, puis que tu cherches dans 4 autres livres, ça devient plus compliqué, je trouve, que Général d'Armée. Là, au Général d'Armée, au premier coup d'œil, je suis comme, wow, ça a l'air rêvé. Puis là, quand je le joue, je suis comme, ok, ça va vite, je sais où mon tableau, je fais mon jet, je sais c'est quoi mes bonus, puis ça reste toujours sur ces 4 feuilles-là, pas dans plusieurs livres. Fait que là, ça change la dynamique. Mais en même temps, ton tableau, c'est plus comme un aide-mémoire qu'un livre de règles. Ouais. Fait que c'est plus proche de l'aide-mémoire qu'on va avoir dans Warcry, mettons, qu'on a utilisé dans la campagne, où est-ce que tu te dis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? C'est quoi le résultat du jet? C'est quoi ta force? C'est ça. C'est quoi la toughness? C'est ça. Ouais. C'est ça le résultat que tu lances. Ou Horus Heresy, dans la boîte de départ, il te donnait une feuille de référence qui te donnait les chartes dedans. Fait que dans le fond, c'est que tu as 4 feuilles de référence qui te résument tes règles pour que tu puisses jouer. Fait que tu n'as pas besoin de trop fouiller dans ton livre, tu peux juste flipper tes... Mais ça, c'est quelque chose que Games Workshop doit apprendre à faire avec leur jeu principal. On l'a dit avec Peachy, on l'a dit avec tout le monde. Horus Heresy, tu joues 1 ou 2 games, tu devrais pouvoir pas mal comprendre où est-ce que tu t'en vas. Warcry, en dedans d'un tour, tu sais où est-ce que tu t'en vas. Je peux pas vraiment parler de quel team, je ne sais pas. Mais clairement que 40K et Age of Sigmar, c'est pas le cas. Là. Il y a du travail à faire, puis il bénéficierait de ce genre d'approche-là. Il y a les règles spéciales d'armée. Les armées sont pas mal plus pareilles que dans d'autres styles de jeu. Fait que, mettons, le français va avoir un bonus, va avoir des commandants de meilleure qualité qui vont t'aider avec tes jets de commandement. L'anglais, il va avoir un bonus sur une ligne de tir. Mais tu sais, c'est pas... La variation est pas énorme. Fait que ça te donne un petit feeling de « Oh, ils sont un peu différents ». Mais c'est pas un genre « Ah, ben là, moi j'ai l'armée roche, puis toi t'as l'armée ciseaux ». Ouais. Là, je fais encore une analogie parce que j'ai comme pas le choix d'utiliser toujours la même. Là. Mais c'est un peu si tout le monde utilisait juste des Tactical Squad dans l'Horus Heresy. Ton bonus d'armée de Imperial Fist ou ton bonus d'armée de Blood Angel ou ton bonus d'armée de Sons of Horus serait encore intéressant, mais il serait une petite coche de plus. Il serait pas la coche qui détermine tout. C'est la petite coche de plus. Oui, c'est ça. Okay. Puis ça joue aussi sur la complexité des règles. On avait parlé dans cet épisode-là. Là. C'est toujours la question que je me pose parce qu'à une époque, quand on jouait à 40 000 puis que j'avais pas de règles, mon Alpha Légion, j'étais comme, mais je veux des règles. Je veux sentir que je fais quelque chose de spécial. Donne-moi de quoi? Puis là, quand on s'est mis à en avoir partout, à un moment donné, j'ai eu le sentiment de, ouf, il y en a trop partout. Ouais. C'est quoi la balance entre j'ai un feeling spécial de jouer mon armée, puis j'en ai trop à gérer, puis je vais jouer contre des personnes qui en ont plein aussi. Fait que là, maintenant, on sait plus où on est rendu. Puis t'as l'effet, justement, roche, papier, ciseaux. Là. Ouais, puis tu joues pas toujours à capacité égale.
Non. Il y a des gens qui ont une facilité à comprendre les choses, puis à les lire, puis à les catcher d'un coup, puis à faire le puzzle. Puis quand il y a autant de règles que ça peut être vraiment intimidant pour quelqu'un qui embarque dans quelque chose de faire comme OK, mais là, en plus de ne pas le catcher rapidement, parce que je sais que je ne suis pas quelqu'un qui catch rapidement, en plus de ça, je suis désavantagé parce qu'il y en a tellement que ça va me prendre encore plus de temps à les comprendre. Puis lui, déjà, la première game, il est déjà correct. Mhm. C'est moins plaisant dans ce temps-là. Ouais, il peut y avoir un certain challenge là-dedans aussi. Je suis en loin là-dessus. Ça dépend aussi de la fréquence à laquelle tu joues, l'expérience que tu as. Je suis sûr que quand ça fait 8 games que tu joues, il y a une certaine facilité là, à comprendre toutes ces 4 pages-là que tu m'as montrées, là, recto verso. Là. Ouais. Mais je suis certain qu'avec un peu de pratique, un wargamer moyen est capable de jouer à ça. Là. Ben oui. Ben oui. Fait justement, la personne avec qui tu jouais, elle avait beaucoup plus d'expérience. Fait qu'elle a pu te coacher un peu. Oui. Mhm. Ouais. Fait Ben, que c'est ça aussi. quand les premières fois qu'on a joué avec Hérésie 2.0, j'avais un feeling similaire là, par rapport à 40K, où j'étais comme, OK, là, on est plus dans le même genre d'armée, le même genre de choses qui se battent l'une contre l'autre. Ouais. Puis oui, on cherchait dans les livres, mais je veux dire, en tout cas, c'était moins genre mon armée comme elle est super bonne dans telle affaire, mon armée est super bonne dans telle affaire, puis là on arrive, puis oups, ça fait un drôle de match-up. Là. Ouais. Ouais. Fait que c'est pas mal ça. Oui. C'est intéressant. J'aime ça, apprendre. C'est différent, hein? J'aime ça me faire instruire de même. Là. Oh, parle pas, là. Ah! T'es sûr que tu veux jouer. T'es sûr que tu veux jouer une game de 13 heures? Ben, là, en ce moment, ce que Simon a fait, c'est qu'il vient de repartir, David, pour un autre 101 épisode. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est arrivé, là. C'est que là, tu l'as encouragé, puis là, il est parti. Mais là, Général d'armée, combien d'éditions de ça? C'est la deuxième. Deuxième. Est-ce qu'elle vient de sortir? Elle vient de sortir, puis l'autre est sortie, si je me souviens bien, il y a 10 ou 12 ans. Fait qu'encore une fois, est-ce que les changements sont majeurs entre la première et la deuxième? Oui. Ben, il y a des choses qui se ressemblent, il y a des choses qui ont vraiment changé. Là. Il y a une règle, l'assaut d'infanterie que je vous parlais dans la première édition. Ouais. Ça te permet de charger avec toute ta brigade. OK. Puis, ce que j'adorais de cet ordre-là, c'est qu'il restait en jeu. Il restait en jeu jusqu'à temps que l'objectif que tu avais donné à ta brigade était atteint. Puis c'était vraiment un objectif du genre aller prendre la colline en haut là-bas. OK. Moi, j'adorais ça parce que pour moi, ça me mettait encore plus dans l'immersion de je donne un ordre, va prendre le village, va prendre la colline. Puis ton ordre, il dure jusqu'à temps que tu as fait tes assauts, puis tu as battu les unités puis qu'ils sont partis. Ça, c'est plus ça. C'est vraiment juste quand tu donnes cet ordre-là, ils ont un bonus au mouvement, puis ton bataillon est supporté par les autres bataillons de la brigade. As-tu l'impression que ça a été un changement qui a été fait pour amener quelque chose d'un peu plus moderne, vu que ça ressemble à certaines choses qui se font déjà dans d'autres jeux? Au lieu de garder ce que tu disais tantôt, là, qui était ça reste toute la game, puis ça, c'est quelque chose qu'on voit pas vraiment nulle part. C'est ça, moi, j'ai jamais entendu parler de ça non plus. Alors que de donner des ordres qui sont plus court terme, qui sont plus réactionnaires, je dirais, c'est beaucoup plus fréquent maintenant. Ouais. J'ai pas assez lu sur la communauté, puis j'ai pas assez lu de réactions pour savoir si c'est ça. Moi, ce que je me demandais, si c'était parce que c'était pas assez. Tu sais, l'autre, c'est plus une déclaration. Okay. C'est plus difficile à circonscrire dans des règles. Si tu tombes sur des joueurs très by the book, ils sont comme. Ben, t'as dit ça, mais moi, c'est pas ça que j'ai compris. Ouais. Là, c'est difficile de réglementer ça. J'avais l'impression que c'était peut-être ça qui avait enlevé ça. Mais tu sais, si tu joues entre deux amis, c'est bien plus facile. C'est facile de dire, ben, l'ordre que je donne, c'est de prendre la colline. Puis l'autre, tu comprends que c'est ça que tu as donné. Puis peut-être il peut y avoir un petit décalage, mais en tout cas, c'est moins pire. Si tu joues dans d'autres ambiances, peut-être dans des trucs plus sérieux, peut-être que c'est moins facile à gérer. OK. C'est tout? C'est tout pour Général d'armée. OK. Mousquet et Tomahawk maintenant. OK. Je vais faire ça vite. C'est correct. J'ai joué. Qu'est-ce que avec Mousquet et Tomahawk?
j'ai joué à. On fait des soirées avec le club jeudi dernier. Non, mercredi dernier, je pense. Ou jeudi. En tout cas, mercredi ou jeudi. J'ai joué avec Graham, puis c'est un scénario qu'il prépare pour Historicon. C'est un participation game qu'il va faire à Historicon. Qu'il teste avec le plus de personnes possible dans le club. Cool. Ça se passe pendant la guerre civile. Je pense que c'est quelque chose que gossé lui-même, mais une guerre civile puritaine. Donc, c'est des puritains en Nouvelle-Angleterre qui se battent entre eux. Il y a des rebelles puis des gars plus loyalistes, dans le fond. Vraiment une petite game sympathique. On avait des unités, différents types d'unités. On avait des vétérans, des soldats normaux, des provinciaux. C'est des unités qui sont faites dans les colonies. Puis on avait des autochtones aussi, là, comme unité. Puis le but, c'est que dans le fond, moi, je jouais les rebelles. J'allais incendier la ferme puis ramasser les vivres. Puis il y avait peut-être un canon caché dans cette ferme-là. Fait que c'était ramasser le canon pour mon armée. Puis lui, il fallait qu'il vienne défendre la ferme. Fait que c'était vraiment, moi, j'avais commencé à aller là-bas. Puis là, les forces d'aide arrivaient. On arrivait au même moment. C'est malade que tu prennes vraiment le canon puis tu partes avec après la game. Comme les billes, là. Ah ouais. Les bugs. Ou les pugs, ouais. Ça, c'est mon pug. Maintenant, c'est à moi. C'est vraiment sympathique. Mais en fait, le truc que je voulais vous parler à propos de Mousquet Tomahawk, qui est un jeu de studio Tomahawk, donc ceux qui font Saga aussi, ceux avec qui Julie travaille, entre autres. Exact. C'est le système d'activation. Il n'y a pas de tour dans le jeu. Il n'y a pas de tour. T'as un pack Dans le sens qu'il n'y a pas de tour de guet. Non, il n'y a pas de tour de jeu. Dans le sens qu'il y a juste des cavaliers, des reines, puis des rois, puis des pions. Non, il n'y a pas de tour de jeu. Dans le sens que tu n'as pas le droit de faire de U-turn. T'as un paquet de cartes. OK? Et sur les cartes, t'as les noms de styles d'unité. Fait que t'avais, comme j'ai dit tantôt, je pense que t'avais les réguliers, les vétérans, les provinciaux. Tu peux avoir des cartes civiles aussi, puis t'as les cartes autochtones. Bon, c'est des Français qui l'ont fait ils ont gardé la vieille terminologie indien. Mais bon, t'as ces cartes-là. Puis, tu les mets dans le paquet. Il y en a plusieurs de chaque type. OK. Les deux se pigent une main de 3 cartes. OK. Fait que là, dans ta main, t'as, mettons, une carte vétéran, une carte soldat régulier, puis une carte autochtone. Ouais. Mais c'est peut-être pas ta couleur à toi. Fait que là, à ton tour, il faut que tu joues une carte. Fait que là, souvent, si tu as une carte de ta couleur, t'en as plusieurs, tu vas te dire c'est quoi l'unité que je veux bouger en premier? C'est celle-là que je vais jouer pour faire avancer mon unité. Ouais. Fait que là, tu te dis, si j'ai des cartes de l'ennemi, c'est pas le fun, parce que je fais jouer mon adversaire, tu sais, puis il va peut-être jouer 2 fois de suite parce que lui va jouer une de ses cartes. Ouais. Fait que ça simule entre autres que dans un champ de bataille, c'est pas toutes les unités qui vont gérer en même temps. Il y en a qui vont attendre, il y en a qui vont avancer plus vite que d'autres, qui vont se dépêcher. Fait que dans ta main, t'as pas le choix de faire jouer ton adversaire, c'est ça? Si t'as des cartes de lui, t'as pas le choix de le faire jouer. Les cartes de lui, ouais. Puis y a-tu des règles par rapport à je peux jouer toutes mes cartes à moi, puis après ça jouer une carte de mon adversaire? Oui. Ou... Mais tu peux pas avoir de nouvelles cartes tant que t'as pas fini ta main. Fait qu'il faut que tu finisses ces 3 cartes. OK. Fait que mettons que j'ai 2 cartes à moi puis une carte de mon adversaire. Vraiment intéressant. OK, ouais, c'est vraiment cool. Puis en début de partie, tu te dis je veux voir comment il joue. Fait que tu joues ses cartes à lui en premier pour qu'il le forcer à montrer sa stratégie. Ouais. Fait que ça te Et plus tard, quand vous êtes plus près, mettons, à un certain moment dans le game, peut-être plus près de l'engagement, où on peut se tirer ou faire un assaut, peut-être que là, si tu veux jouer plus tes cartes à toi, mais comme tu dis, t'as 3 cartes dans ta main, t'as pas le choix de les jouer toutes les 3 avant de repiger des nouvelles cartes. Ouais. Et là, ça peut te donner des situations où tu as 3 cartes à lui et tu le fais jouer 3 fois. Là. Oui. Fait que là, à ça s'ajoute cool, l'avantage que quand tu joues une carte de l'adversaire, ça te donne un point de commandement. Le point de commandement, dans le fond, c'est comme si tu avais une carte à toi, mais de ton choix. Fait que tu as quand même un bonus à faire jouer l'adversaire. Tu sais, je fais jouer tes réguliers, tiens, j'ai un pion. Puis là, tu commences à te gérer une petite pile de pions. Fait que des fois, tu te dis, ouf, j'ai des cartes à moi, c'est pas ça que je veux jouer, fait que je vais prendre un pion parce que je peux jouer ce que je veux. Ou, tu sais, j'ai des cartes à lui, il faut que je joue avant lui, je vais jouer mon pion.
au lieu de jouer ma carte tout de suite, puis je vais le faire jouer après. Ouais. Ou Ouais. je suis mieux de le faire jouer tout de suite pour comme aller chercher d'autres cartes, puis j'ai gardé mes pions pour un moment plus critique dans la game. Ah, c'est Ok. hot. Comme ça. C'est cool. Puis ça fait une dynamique que jamais de tour. Tu piges tes cartes, Ouais, tu c'est piges bon. tes cartes. T'as des cartes horloges qui déclenchent des événements spéciaux. Fait que quand tu piges la carte horloge, tu es obligé de la jouer tout de suite. Ça déclenche un événement spécial. T'as une carte. Ça donne un feeling board game. Ouais, c'est ça, j'allais dire. C'est Ça presque. donne un feeling board game en même temps que wargame. Ouais. Je trouve ça intéressant. Mais c'est. Tu sais, les tours I Go, You Go, par exemple, qui est le classique, c'est une abstraction. C'est pas vrai que dans une vraie bataille, il y a une armée qui va Ah oui. attendre de voir, que tout va attendre de se faire tirer Ouais. dessus, puis après ça, va Oui. tout. T'sais, Non. C'est ça. comme tu peux pas simuler quelque chose qui est simultané, ça te prend des mécanismes. Ouais. Mhm. Et est-ce qu'il y a un élément de. Là, je veux pas aller trop loin là-dedans, mais y a-t-il un élément de deck building où c'est toi qui décides quelle carte que tu mets dans le paquet avant de commencer la partie ou c'est générique puis c'est toujours le même setup? Tu comprends ce que je veux dire? La question qui m'est venue après, puis quand j'ai relu le livre avant de vous en parler, c'est il peut avoir un élément de deck building dans les styles de troupes que tu prends. Ouais, c'est ça, je m'en vais dire. Dans le fond, c'est ton army building qui va C'est ça. déterminer le list building. Parce que Ah, Le, ok. le deck building. dans le fond. Phil, regarde pas trop vite, mais il semblerait que David, à l'épisode précédent, a probablement parlé de confrontation. Parce que là, il y a un livre de confrontation sur sa tablette qui était en arrière du livre de général d'armée. Ouais, tu vois? Non, mais il y a de l'Inception. Ouais, c'est ça, je m'en ai dire. Fait que là, l'épisode 99, ça devait être David nous éduque de confrontation. Là, dans le fond, vous avez les styles de cartes, hein, peut-être pas focusés. Mais. Ouais. Fait que là, en ce moment, pour ceux qui nous écoutent, ce que David nous a montré, c'est dans le livre de Mosquet Tomahawk, on a des cartes deck rouge, bleu qui doivent représenter les deux sortes de couleurs pour les deux joueurs. C'est ça. Puis les decks dans lesquels est-ce qu'on pige, puis les mains qu'on a. Ouais. Ouais, exact. Fait que là, quand tu fais le deck au début, si personne n'a mis. Si toi, dans ton armée, t'as pas de troupes régulières, tu mets pas les cartes régulières. Fait que tu vas mettre, mettons, juste les cartes irrégulières et les autochtones. Et vice-versa. Fait que puis la carte, quand tu joues la carte, mettons, régulier, toutes tes unités régulières vont jouer. Fait que c'est là que j'ai l'impression qu'il y a peut-être une façon de briser le jeu, ou il y a peut-être une façon de faire un deck building où si tu dis, je vais mettre juste des réguliers. Ben ouais. Et comme ça, j'ai juste ces cartes-là, fait que je joue tout le temps. Ouais. Mais en même temps, je suis sûr que tu perds d'une autre façon. T'as pas mis de support, t'as pas nécessairement d'unités de. Je sais pas, qui ont des habilités différentes. Donc, tu sais, je pense que ça a dû être balancé, là, j'imagine, quand tu crées ton armée, ou du moins si tu veux représenter une force qui était existante, surtout, ou qu'on connaît, que la composition de cette armée-là, ben là, dans ce cas-là, narrativement, le deck building, il se fait de lui-même. Là. Ouais. Là, ça, c'est en fait, c'est la question qui m'est venue que je poserais peut-être à Graham, Louis ou David. L'autre David qui joue plus souvent à Mousquet et Tomahawk. Mais Est-ce que tu penses que Juliette a travaillé là-dessus? je pourrais poser à Julie. Je sais pas si elle a travaillé sur Mousquet et Tomahawk. Elle a travaillé sur Saga. Peut-être qu'elle a travaillé sur Mousquet et Tomahawk. Mais contrairement à, tu sais, Général d'armée, ça a été fait par des gens qui voulaient faire des batailles napoléoniennes. L'esprit d'Alexandre, le gars qui a parti Studio Tomahawk avec ses amis, puis qui a fait Mousquet Tomahawk, c'est de pouvoir jouer le film Le Dernier des Mohicans, qui est historique, mais c'est une fiction. Fait que j'ai l'impression que tu as moins, j'en ai pas vu pour l'instant, mais j'ai l'impression que tu as moins de vrais scénarios historiques pour ça avec des forces prédéterminées. Ouais, je comprends. Puis Alexandre, c'est un gars qui a travaillé pour Game Workshop aussi. Entre autres chez Warhammer Historical, tout ça. Fait que j'ai l'impression qu'il est plus dans cette tangente-là. Mais c'est intéressant. Ouais, j'aimerais ça poser la question puis voir. Moi, ce que je retiens et que je trouve le plus intéressant dans le deuxième jeu que tu as joué, c'est vraiment le système de cartes ou le système de tour qui n'est pas vraiment un tour, mais qui est un tour. Ça, je trouve que c'est quand même innovateur. J'ai pas vu ça ailleurs. Non, c'est vraiment spécial, ouais. Les mécaniques alternatives. C'est très board game, là, tu sais. Ben,
moi, ce que je trouve intéressant dans les compagnies, autant Games Workshop que les autres, là, c'est justement comment est-ce qu'ils viennent trouver des mécaniques d'activation, des mécaniques de jeu, des mécaniques de tour, qui rend ça dynamique par ce qu'ils essayent de représenter. Parce que le I go, you go, là, genre, je joue tous mes bonhommes, tu joues tous tes bonhommes, c'est facilement la façon la plus simple de tout gérer la patente au complet parce que au bout de la ligne, tu t'es mis une base qui est linéaire, puis après ça, tu as juste besoin de gérer chaque unité, qu'est-ce qu'ils font. Ouais. La façon la plus générique de balancer ça, c'est I go, you go. C'est le plus simple possible, mais en même temps, ça a ses problèmes. Là. Mais bref, continue. Puis après ça, tu as, dans ce concept-là, des fois, mettons, là, on parlait de Games Workshop, mais il y a un ajout de règles supplémentaires qui permet avec des tokens, qui permet avec des pouvoirs, qui permet avec des ci, avec des ça, comme mettons Triumphant Treachery dans Warhammer Fantasy à l'époque, avait ajouté des systèmes de jetons qui permettaient de pouvoir acheter à l'adversaire son tour. Est-ce que tu voudrais ne pas jouer tout de suite? Est-ce que tu voudrais ne pas activer cette unité-là tout de suite? Tu as des règles comme stupidité qu'on parlait tantôt, des règles comme animosité qu'on parlait tantôt, qui sont aussi des règles qui permettent de shifter le I go, you go de peut-être pas exactement I go, you go autant que qu'est-ce que tu aurais voulu. Là, Age of Sigmar, ce qui fait la ronde depuis l'annonce de la nouvelle édition, c'est est-ce qu'ils vont garder le double turn, entre guillemets? Oui, ils gardent le double turn, mais là, on a rajouté une mécanique de plus qui permet de faire en sorte que stratégiquement, tu n'aurais peut-être pas envie d'avoir le double turn. Mais peut-être que oui. Alors qu'au début d'Age of Sigmar, ben, il y avait un double turn, puis il n'y a pas de raison pour laquelle tu ne l'aurais pas pris. Mais ça brisait le I go, you go, entre guillemets. Apocalypse de 8e édition de Warhammer 40 000, 9e édition, 8e édition. C'était celui de la pandémie qu'on avait joué. C'était un I go, you go, mais tu ne perdais pas de casualties tant longtemps que la phase n'était pas passée. Ça, c'est une autre façon de gérer qui est vraiment intéressante. Où on rajoute quelque chose. Le fait que tu disais tantôt, Dave, là, de OK, on peut ajouter des règles, mettons, de respawn ou de. Mais tu viens le gérer de cette façon-là où tu n'enlèves pas ton modèle tant que le tour n'est pas terminé. Il est détruit, il est mort, mais en même temps, dans l'optique où tout se fait de façon simultanée, ben, techniquement, il a tiré en même temps qu'il a reçu des impacts. Fait que je trouve cet aspect-là vraiment cool, mais moi, j'aimerais peut-être ça essayer ton jeu de cartes. Ça me tente. Mais il va pas se le faire dire deux fois. Ouais, mais trouver le temps de le faire, c'est un autre enjeu, mais en tout cas, on regarde ça. Ils ont fait 2 suppléments qui permettent de jouer soit Tunicro et Tomahawk, donc les gardes de la conquête, / le dernier des Mohicans, ou Chaco et Bayonnette qui permettent de jouer à l'époque napoléonienne. Puis y a-t-il une expansion pour Fantasy ou non? C'est bon, c'est vraiment. Saga, oui, mais pas Mousquet et Tomahawk. Ou pas encore. Mais tu vois, Simon, moi, quand David il l'a dit, je me suis tout de suite dit, mais ça, tu peux faire ça avec Warcry. Oui. Au lieu d'avoir les cartes de ta Warband devant toi, tu prends les cartes, puis tu les distribues, puis tu les ressors. Fait que c'est les cartes des fighters. C'est ces fighters-là que tu actives. That's it. C'est easy, ça s'implante tout seul. Tu enlèves le roulet de dés pour savoir l'initiative est à qui. Ça, tous les chemins mènent à Warcry. Je te le dis, Simon, il n'y a pas une affaire que David dit que je suis pas. Ben ouais, je peux faire ça dans Warcry. C'est clair, je peux faire ça dans Warcry. Parce que je pense que le système est tellement comme bare bone puis ajustable que tu peux comme. Flexibilité. C'est comme la phase de patrouille quand j'ai parlé de Chain of Command. Ouais. Qui peut très bien se faire dans les Résidorus puis d'ajouter comme une autre dimension à ta game. Là. Oui, clairement. Non, vraiment. Sinon, côté activation avec les cartes, il y a Blood and Plunder que j'avais joué avec Max puis qu'on avait déjà parlé. Où tu joues une unité, chacun joue une unité à tour de rôle, mais à chaque fois, tu bêtes, t'as une main de cartes aussi, des cartes à jouer, parce que en plus, c'était très populaire à l'époque des colonies puis des pirates. Ouais. Ça a même déjà servi de monnaie en Nouvelle-France, mais en tout cas, t'as une main de cartes, et que ça fit avec la période, puis t'as des valeurs de cartes. Si je me trompe pas, le cœur, c'est ce que ça vaut le plus, je pense, puis le trèfle, c'est ce qui vaut le moins. Fait que tu bêtes contre ton adversaire selon la valeur du symbole, selon la valeur de la carte,
Puis moins ta carte elle vaut, plus tu peux faire d'action avec ton unité. Plus ta carte elle vaut cher, plus tu as de chance de jouer avant ton adversaire, mais tu as moins d'action. Fait que là, il faut que tu décides, là, qu'est-ce que je bête contre lui? Veux-tu vraiment jouer avant lui ou c'est plus important que j'aille plus d'action? Tac. J'aime ça me faire éduquer. Ah, mais là, Simon, tu vas déjà avoir écouté cet épisode-là. Je sais pas ce que je vais faire. Là, ça va te faire 2 épisodes que tu as déjà entendu. 2 semaines que tu pourras pas les écouter. Je vais unsubscribe de votre Patreon, c'est clair. Pas le choix. Ben justement, on voulait annoncer à tout le monde qu'on avait un Patreon, mais la seule personne qui voulait s'inscrire dessus, c'était Simon. Fait qu'on va canceller le projet. Cancelle le projet. Ouais. Je l'ai, mon 5$! T'avais-tu autre chose, David? C'est tout? Non, c'est tout. Ça fait le tour. OK. Ben, merci beaucoup. Je vois que ça a été comme... Simon, belle participation à ta première fois pendant un David nous éduque. Première fois que tu étais venu à l'épisode 1, on n'avait pas de David nous éduque encore. Fait que David nous éduquait à l'intérieur de nos niaiseries. Là, maintenant, c'est nous qui niaise à l'intérieur de son éducation. C'est comme un autre shift. C'est un peu comme s'il n'y avait pas de I go, you go, puis qu'il n'y avait pas de tour. On faisait juste comme niaiser à l'intérieur, puis c'était en continu. C'est bien dit, ça. Ouais. Merci Simon de ta participation encore. On l'a dit au dernier épisode là, pour l'entrevue, mais merci de ta participation aujourd'hui. Puis merci David pour toute l'éducation. Ça fait plaisir. On espère que tous les auditeurs et les auditrices que vous nous avez écoutés, que vous avez regardé, que vous avez apprécié. Donc, comme à chaque semaine, on a un épisode qui sort à peu près à chaque semaine. C'est rare qu'on prend des pauses, mais ça arrive. La semaine passée, on avait l'entrevue avec Simon. Donc, si vous n'aviez pas écouté l'épisode numéro 100, on vous le suggère. Rempli de surprises, rempli de jeux de mots et de références au Ewok pour me déranger. Puis, Simon nous jase de son hobby et de ses trucs. On a, évidemment, à chaque semaine... Ah, vas-y. Sauf que si vous la cherchez, ne cherchez pas en entrevue avec Simon, ça va vous donner autre chose. En entrevue avec Simon? C'est quoi en entrevue avec Simon? C'est une web-série avec Simon Olivier Fecteau où il fait des entrevues. Est-ce que Simon t'a fait une entrevue avec Simon Olivier Fecteau? Kevin était bien parti. Ouais, c'est ça. On a Simon en entrevue avec Simon Olivier Fecteau. Oh! Il brise le flow souvent. Je pense que tu y rends juste en monnaie de sa pièce, c'est correct. Là, tu faisais un jeu de mots avec les pièces parce qu'il fallait de jetons tantôt, hein? Bravo le jeu de mots, Simon. Bravo. C'est bon, Kev. Yes. Il s'est dit « je tombe bien ». Bon. Si vous cherchez les épisodes, à chaque semaine, ils sortent sur Spotify, sur Balado Québec. On a sur Facebook, on a Soirée Peinture, le Balado, qui est le Facebook officiel où est-ce qu'on sort les épisodes puis les événements qu'on organise. On a Soirée Peinture, la communauté, qui est le groupe où est-ce qu'on partage les hobbies, où est-ce qu'on jase un peu avec tout le monde. Vous pouvez partager vos trucs, c'est toujours le fun de vous lire. On a aussi l'Instagram qui est soirée.peinture. Et on a YouTube. Donc, vous avez entendu tantôt, j'ai dit si vous nous écoutez ou vous nous regardez, c'est dans le fond qu'on a un channel YouTube qui s'appelle Soirée Peinture, tout simplement, où on fait des épisodes. On est à peu près rendu au 15e, 16e épisode là, qu'on est filmé. Donc, vous pouvez voir nos faces fatiguées pendant qu'on enregistre. Et vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que la voix sonne de la façon que la face look. C'est ça le truc. Et c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Il nous reste juste une chose à dire. David? 13 tours une fin de semaine. Phil? J'ai faim. Simon? Warp Stormglow. Oh! Bonne soirée peinture!